Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour m'entendre parler de tests end-to-end, de tests de bout en bout, des tests 2E, etc. Moi, je vais principalement vous parler des tests qui sont par rapport à la partie front, quand on va automatiser son navigateur pour interagir avec votre application et avoir des assertions, des tests qui vont être exécutés, savoir si une fonctionnalité est bien implémentée et fonctionnelle. Pour me présenter, donc moi c'est Cyril Hu. Je suis développeur à la Société Générale, je suis à Nantes. Donc je suis développeur front-end, je fais principalement du React et du TypeScript. Je suis un fan inconditionnel de Magic the Gathering, donc si vous voulez parler cartes, n'hésitez pas à venir me voir. Et je suis originaire de Picardie, donc là la chaleur, il fait assez chaud pour moi, j'ai du mal à supporter en tout cas. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux. Et donc du coup, on va commencer, et je vais vous donner un petit peu de contexte, le contexte dans lequel j'évolue avec mon équipe au quotidien. Au niveau de la CI/CD, on est sur ce qu'on appelle du trunk-based development. Le trunk-based development, c'est assez simple. On a une branche ici main dans laquelle on va venir pusher notre code. À chaque fois qu'on push du code, ça va générer un livrable. Ce livrable, on va le déployer dans notre environnement de dev. Et il y a les tests qui s'exécutent sur cet environnement. Et après, ça le valide ou pas. La spécificité, du coup, c'est qu'on n'a pas spécialement de code review. On fait principalement du pair programming. C'est assez naturel chez nous. Beaucoup de mob programming aussi. Et ensuite, on a au niveau de la CI, on a un filet de sécurité. Ce filet de sécurité, ça va être nos tests. On a environ 1200 tests unitaires, tests d'intégration, c'est un peu un mix des deux. Et on a surtout 300 tests E2E. Pour que la CI entière tourne et arrive à son livrable, on arrive à 2 heures à peu près on était à 2 heures de temps de délai pour arriver à ce livrable qui était validé ou non. C'est pas possible d'avoir un temps aussi élevé. Donc, nous, on a eu un objectif sur ces dernières années, c'est de réduire considérablement ce temps. J'ai pas le chrono qui s'est lancé, c'est pratique. L'intérêt aussi de notre contexte de développement, c'est que les membres de l'équipe sont tous responsables de ce qu'ils livrent. C'est-à-dire que si on livre du code qui va casser notre environnement de dev, en soi, c'est pas grave, puisqu'après, on va repusher les correctifs, on va redéclencher une boucle de CI, avoir un livrable qui va corriger cette erreur, et ainsi de suite. Donc ça nous sécurise. Et maintenant, je vais vous montrer l'application sur laquelle je travaille principalement. Je vous laisse quelques secondes pour appréhender cette interface bien complexe. Donc ça, je vous présente, c'est FX. Salut FX. C'est une application qui sert à traiter du forex, donc c'est de l'échange monétaire. Admettons, vous avez 1 million d'euros et vous voulez avoir du dollar au taux de change actuel, etc. Et on a des sales qui vont utiliser cette application-là. C'est des gros formulaires, hein, grosso modo. Chaque action, chaque entrée qu'on va faire dans un formulaire, ça va entraîner des vérifications, des validations des champs ou des corrections, etc. par rapport aux dates. Ce qui est en noir ici avec les chiffres, ça c'est du streaming de prix. Toutes les X secondes, la valeur elle change, donc ça clignote partout. Là c'est un seul écran. En réalité, les sales, quand ils travaillent, ils en ont 6 d'écrans comme ça. Et toutes les tuiles sont remplies. Je vous ai parlé de trader des millions d'euros. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est que c'est vraiment les montants qui sont tradés. Des milliers, des millions, plusieurs millions. Donc on a un haut risque potentiel, un risque opérationnel de perte financière sur ces applications-là. Donc quand on livre quelque chose, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on livre. D'où notre filet de sécurité avec les tests. Maintenant, on va faire un peu d'histoire. On va recreuser dans l'historique. L'application, elle est née en 2017. 2017, ils créent ça, ils testent un petit peu des frameworks pour faire des tests automatisés. Ils font un test sur Nightwatch et sur Test Café, et ils conservent Test Café. À ça, ils viennent faire un petit peu de BDD avec du Gherkin et du Cucumber, on va dire. Et tout est utilisé avec Jenkins, qui permet d'orchestrer tout ça. Ils sont contents, ça marche. Il y a 55 tests 2E qui tournent à la première année. Pour vous montrer rapidement du BDD, hein, si vous ne connaissez pas, vous avez du texte qui est écrit ici, et à peu près sa représentation en code qui est de ce côté-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'équipe elle est composée de 7 personnes.
On a une BA qui s'occupe de son produit et qui s'occupe aussi de rédiger ses tests. Et ensuite, on a 6 autres développeurs qui sont présents et eux font le code, implémentent un peu le mapping vers le code et développent les features. Et il y a un seul produit, FX. Les années passent, on arrive en 2019. On est passé de 55 à 313 tests. Ça a bien monté. Ils ont bien codé. Et il y a un terme qui apparaît, qui commence à apparaître. C'est le terme de flakiness. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, que vous avez déjà entendu. La traduction, c'est friable ou étourderie. Voilà. Plus concrètement, c'est un manque de fiabilité, lack of reliability. Et en gros, c'est la tendance à se comporter ou à agir de manière peu fiable. C'est ni oui, ni non. Grosso modo, ça veut dire ça. Les tests deviennent flaky et ça va commencer à être le problème pour les devs. On continue, 2020. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème? On va tester un nouvel outil. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester Playwright. Ça tombe bien, c'est sorti en 2020, c'est Microsoft qui est derrière et il propose une librairie pour automatiser la navigation sur son navigateur qui est plus robuste et plus rapide que ce qui existait. Donc c'est cool, ils testent, ils disent que ça va résoudre tous les problèmes. Et donc ils passent ils font un peu les vases communicantes. Donc ils vident une baignoire pour en remplir une autre. Bon, les deux sont percés, hein, les baignoires, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Donc on a 93 en Playwright pur et les 264 en test café. Quand je vous dis que ça rend les développeurs fous, ça c'est une seule personne en une seule journée essayant de fixer sa CI qui était rouge en fait. Les développeurs commencent à être déprimés, tous les jours ils se lèvent, ils voient que les résultats sont rouges, ils n'arrivent plus à faire ça, à passer au vert, c'est compliqué. 2021, bon, l'année du Covid, ça a eu beaucoup d'impact, pas mal de changements. Nous, à Société Générale, donc moi c'est cette année-là où j'intègre la Société Générale, je n'y étais pas avant. Donc c'est pour ça que je balance un petit peu les années précédentes, hein, c'est pas moi. Et donc, réorganisation, l'équipe passe de 7 personnes à 4, 4,5, 5 personnes max. C'est un peu, voilà, ça change. On a l'habillé qui est parti, on a un nouveau billet, et les développeurs, ils ont changé, c'est plus les mêmes. Et on passe de 1 projet, FX, à 5, 6 projets. Donc on a une équipe qui est réduite, et on a plus de projets. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Pas grand-chose. Il y a un autre petit changement. Je vous l'ai dit, moi je suis arrivé et j'arrive aussi dans cette équipe du coup. J'ai fait quelques mois dans une autre équipe et besoin de renfort dans cette équipe-là, je la rejoins. Donc ça c'est moi quand je m'amuse à faire des travaux chez moi. Bon, nouvelle équipe, une problématique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, on va tester un nouvel outil. On ne sait jamais, ça peut peut-être résoudre tous nos problèmes, c'est peut-être magique. On va partir sur du Concept.js. Alors en vrai, ce choix, il est quand même un petit peu réfléchi cette fois-ci. Concept.js, je l'ai pu le tester les quelques mois précédents dans l'autre équipe dans laquelle j'étais, sur un autre projet, et ça a marché super bien. Mais on partait d'une feuille blanche. Là, on part d'une feuille où on ne sait pas la lire en fait. Mais on a besoin de continuer d'implémenter des tests, et on a besoin de corriger des tests existants. L'idée, c'est de prendre une nouvelle technologie pour l'accaparer, parce que je vous l'ai dit, les personnes qui ont conçu les tests ne sont plus là, on n'a pas de documentation, et en fait, c'est une vraie peine, une souffrance pour interagir sur les anciens tests. Donc là, on a 3 baignoires, on continue d'essayer de vider celle-ci, puis on remplit la nouvelle. Rapidement, Concept.js, c'est ça, c'est quelque chose qui va un peu venir wrapper les différents automatiseurs, on va dire. Ici, donc, on retrouve du Playwright. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi Concept. Ça garde une manière, une syntaxe proche du BDD. Et ça utilise du Playwright. Donc, ce qui est déjà existant en Playwright, on peut s'en servir. Et puis, bon, on a du Chrome, du Edge, du Firefox, etc. C'est nickel. 2023, enfin une victoire, et pas des moindres. Hop, plus de test café. Gros sentiment de victoire, de libération pour toute l'équipe. Et en plus de ça,
les 2 heures de CI, nous, on a réussi à les baisser à 20 minutes. Donc actuellement, notre CI, elle est OK, elle est verte, elle passe rapidement. On est passé grosso modo de quelque chose qui était à peu près comme ça, rouge tout le temps et vert une fois sur 10 000, ou des fois des instabilités ici lors des runs, on ne sait pas pourquoi, à quelque chose de beaucoup plus vert. Ça, c'est cool à voir. Et ça, c'est cool à voir. Et là, il y a un petit creux. Bah, là, c'est une vraie régression dans l'application. Donc là, on sait qu'on doit intervenir pour corriger. 2024, cette année, on a fait un nouveau gros changement, c'est qu'on a dit bye bye à Jenkins et bonjour à GitHub Action. Bon, voilà, c'est juste pour vous le citer. Ça nous a juste obligé à réécrire les différents workflows, enfin les pipelines de Jenkins en workflow GitHub Action. Ça s'est bien passé et là, tout est vert encore. On a fini avec l'exploration de l'histoire. À la suite de tout ça, on a fait une rétrospective avec l'équipe et on a décelé en fait 3 axes sur lesquels on a intervenu au fur et à mesure des années. Ces 3 axes, ça va être principalement la maintenabilité, la stabilité et l'interprétation des résultats, mais en fait c'est plutôt la lecture du code, comment bien retrouver une erreur, etc. La stabilité, bon, bah voilà, c'était éviter la flakiness, éviter le peut-être. Et puis la maintenabilité, bah, c'était comprendre ce qu'on a comme code, ça serait réussir à l'écrire et à le corriger rapidement. Pour la maintenabilité, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on s'était aperçu que tout ce qui était écrit sur du test café, c'était over-engineeré. On avait des fois 6, 7, 8 couches d'abstraction juste pour accéder à une classe qui permet de localiser un élément dans le DOM. C'est impensable. C'était de la programmation fonctionnelle, donc c'était des développeurs hyper compétents qui ont fait ça, et bah, nous, sans la doc, on n'arrivait pas à comprendre ce qui avait été fait. Nous, on a écrit cette doc aussi, sur les nouveaux tests qu'on a exécutés. Aussi, il y avait des librairies custom qu'on a enlevées. On a fait des briques communes, tout ce qui permet de gérer l'authentification pour les partager avec les autres équipes, parce que l'idée, c'est plus de monde utilise la même chose que nous, plus on contribue ensemble à améliorer ça. Le gros point, c'est réduction des mocks au profit des fakes. Là, c'est rapidement comment s'organise notre environnement de dev dans lequel on développe et aussi dans lequel on teste. On a notre application front, une API qui fait un peu passe-plat en réalité, des services back qui nous transmettent de la data, et nous, dans notre environnement de dev, on supprime ça, on crée les nôtres qui reproduisent en fait, qui font qui reproduisent à l'identique les services back et qui nous permettent d'avoir des comportements intelligents, des scénarios, on peut les piloter, leur dire tu passes en mode d'erreur, tu passes en mode timeout, etc. Une vraie configuration à la volée. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, les mocks qu'il y avait avant, le souci des mocks, c'était vraiment, lorsque je vais t'appeler, tu vas me renvoyer ça. Ouais, en fait, je testais juste mon mock. C'est pas ça qui m'intéressait. Et en fait, en faisant ces changements, on a décelé plein de régressions qui n'avaient pas été spotées pendant les diverses années que je vous ai remontées. Donc, comme quoi, on a bien fait, on a pu corriger tout ça. Deuxième partie, sur la stabilité. Donc, la flakiness, à quoi ça peut être dû? Ça peut être dû à de la latence réseau ou à des machines qui vont être sous capacité, en fait. Typiquement, vous faites votre requête, elle prend 1,5 secondes, et la fois d'après, elle en fait 2. Bon, bah, pas de bol, c'est rouge. Voilà. Vous faites un retry, et là, c'est vert. Ouais, c'est flaky. Le but, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour limiter ça? On a tout découpé. Donc, en fait, les 300 tests, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire 30 pipelines de 10 tests et de les exécuter les uns en même temps que les autres, donc les paralléliser. Et du coup, nous, ça nous a permis de réduire la boucle de feedback à en dessous des 10 secondes pour tout ce qui est splitté. Là. De 10 secondes, 10 minutes, excusez-moi. On en a profité pour ne pas faire une découpe arbitraire, au hasard, on les a découpés par fonctionnalité. Donc, à partir du moment où on bosse sur une fonctionnalité précise de notre application, on peut relancer juste le bout de pipeline qui correspond à cette fonctionnalité-là, savoir si on a cassé ou pas. Et tout ça, on les lance en parallèle. Et comme ça, c'est rapide. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Hop.
GitHub Action, voilà, maintenant ça ressemble à ça. Quand on retrouve nos différents steps, la génération des reports, la publication du report. Là, on voit les temps d'exécution de 2 minutes sur les derniers. Troisième partie, l'interprétation des résultats. Comme je vous l'ai dit, on utilise Concept.js. Donc il y a une approche vraiment assez proche du BDD. Je vais vous montrer du code juste après. La grosse force de Concept.js, c'est qu'il y a la possibilité de mettre en pause votre exécution quand vous débuguez en local, et ensuite de pouvoir tester vos différentes assertions ou les localisations sur votre DOM, etc. Et on a le report Allure aussi, qui est la synthèse et qui permet de débugger facilement, de trouver l'erreur, de la spotter et de savoir comment on va pouvoir corriger ça. Faciliter l'accès à l'erreur, c'est vraiment ce qui permet de corriger rapidement ces tests. Typiquement, Concept, vous écrivez iFulfilled, je remplis le champ, username, bon, avec username, on va mettre avec Cyril. Ça map, en fait, dans la librairie, c'est du code Playwright qui est écrit là-dessous. Donc c'est ça qui est exécuté en réalité, sauf que nous, on n'écrit que ça. Si on a besoin de l'étendre, on peut le faire, on peut faire du custom. Un scénario entier, c'est ça. Donc là où on retrouve le BDD, c'est ici en fait. On est capable de lire ça, notre billet est capable de le lire. On peut le passer à quelqu'un qui n'est pas spécialement tech, qui va être capable de lire ce scénario. Donc ça, c'est un gros gain quand on peut partager un peu nos scénarios, quand on fait nos US en amont. Et là, on a le résultat ici de l'exécution. Le fameux report Allure, où on retrouve ici, par exemple, il y a bien une erreur qui a été faite, et j'ai mon screenshot qui est fait. Bon, ça c'est assez classique sur les librairies de tests automatisés. En fait, je vous ai menti, il n'y en a pas 3, mais il y a un 4e axe qui est apparu cette année. Maintenant qu'on avait réussi à maintenir et à stabiliser notre CI, en fait, on a commencé à avoir d'autres problématiques. Et cette problématique était plutôt liée aux outils. Il y a eu la migration Jenkins vers GitHub, et il y a aussi la librairie en elle-même Concept. Concept, c'est une librairie qui est open source. Et en fait, en l'utilisant, on avait un bug. Ça nous bloquait la CI, c'est-à-dire nos tests exécutés, 10-15 minutes, et après, pouf, ça bloquait, et le pipeline partait en timeout. Bon, bah, avec un collègue, on a pris 2 jours, et on a ouvert le capot, et du coup, bah, c'est open source, bah, on a corrigé. Et en fait, l'idée, c'est d'aller un peu encore plus loin que ça. L'idée, c'est de se dire, j'utilise une librairie open source, le meilleur moyen pour ne pas me retrouver bloqué, bah, c'est de la comprendre, de contribuer dessus et de pouvoir même l'adapter ou l'améliorer par rapport aux besoins qu'on aura et de faire contribuer à toute la communauté. Donc ça a vraiment aidé à mieux comprendre nos tests et à encore améliorer ce qu'on fait actuellement. Jenkins, GitHub, on a perdu quelque chose d'essentiel, c'est que sur Jenkins, on pouvait agréger le résultat de tous nos repos qui avaient des tests. Donc du coup, on a dû recréer une interface qui fasse ça avec GitHub, parce que GitHub, encore avec les GitHub Actions, ne propose pas ce genre d'agrégation de résultats. C'est assez ennuyeux, donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Et l'autre chose, c'est cette page-là, que je vous ai montré avant. C'est pas si agréable à utiliser et toutes les infos sont un peu perdues. Donc nous, on a fait aussi une vue synthétique où on récupère les infos, donc juste en utilisant les API de GitHub qui nous sont proposés. Merci de votre écoute. J'ai rajouté ce petit QR code pour les feedbacks si vous voulez. Les tests, c'est quand même quelque chose qui est important. Nous, c'est notre filet de sécurité. C'est ce qui nous permet, si vous étiez là à la conf juste avant, qui parlait de onboarding, et ben nous, c'est un vrai outil pour l'onboarding. Parce que quand on a quelqu'un qui arrive dans l'équipe, on lui dit, vas-y, code, push, tu casses, c'est pas grave, tu répares derrière. Le livrable, il ne va pas être en prod. Et ça, c'est grâce à tous les efforts qu'on met sur les E2. Merci beaucoup. Je pense que j'étais rapide et qu'il y a du temps pour les questions. Ouais, vas-y. Ouais, alors comment savoir si les tests déjà, enfin tous les tests qu'on a sont pas redondants et s'ils sont pertinents. Quand on a fait le travail de réécriture, un peu de supprimer ce qui était sur Test Café au profit de Concept, on a fait cette étape avec le biais de vérifier, de prendre le temps sur chacun des tests. Est-ce qu'il est toujours pertinent? Et pendant la migration,
comme on exécutait les tests sur nos machines pour essayer de les débugger, de bien les faire fonctionner, on se rendait compte que, mais attends, j'ai déjà testé ça, c'est quoi la différence entre les deux? Et ça nous a permis d'écrémer quand même pas mal de tests qui n'avaient pas de sens en fait. Donc il y a cette étape-là et l'étape du remplacement du mock par un fake, là où en fait on a vu qu'il y avait des tests qui ne fonctionnaient, enfin qui n'existaient plus du tout, qui n'avaient plus de raison d'être en fait. Donc voilà, un peu si ça répond. Ouais, alors c'est vraiment alors, du coup, la différence entre fake et mock, c'est propre vraiment à nous, notre organisation. Nous, on parle de mock quand c'est vraiment un JSON en dur. Je vais dire, quand je vais appeler cette API, par exemple user, bah, je vais renvoyer ce payload de user tout le temps. Donc c'est le payload directement que j'ai côté de mon test qui va m'être renvoyé lorsque le test va exécuter cet appel. Maintenant, nous, les fakes, en fait, il y a toujours un peu du JSON qui est caché au début pour initialiser, mais en fait, on va avoir plutôt une intelligence au niveau de la génération de la data, donc avec des trucs comme Faker ou des choses comme ça. Et cette notion aussi de cache, de pouvoir modifier la data, donc du in-memory. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais grosso modo, mon JSON, c'est mon départ. Et ensuite, je vais venir éditer. Les éditions, je les conserve en fait. Donc, ça me permet, ma première requête, je récupère ma data. Ma deuxième, je vais la modifier. Et la troisième, bah, j'ai toujours ma data modifiée. Et ça, je peux le reset. Alors, en fait, c'est l'inverse. On va d'abord modifier notre fake, développer notre feature, parce qu'on a un nouveau besoin. Et comme on modifie notre fake, les tests associés vont potentiellement casser. Si les tests cassent, il y a peut-être il y a peut-être une régression, mais en fait, notre fake, comme c'est le même qu'on utilise des deux côtés, quand on dev ou quand on fait nos tests, bah, le travail de modification est déjà fait. Donc, ce qui nous reste, c'est juste de modifier notre test E2E, de rajouter l'assertion sur un payload, par exemple, ou une propriété dans un objet. Mais comme c'est du E2, c'est principalement du graphique, en fait, qu'on va vérifier. Donc, les payloads qui vont être échangés, c'est pas trop embêtant. Et on essaye de calquer autant que possible avec la réalité de nos services back. Alors, c'est pas moi qui bosse sur ces services back, c'est d'autres équipes. On est vraiment séparés avec eux. Donc, du coup, on a déjà des contrats d'interface qui sont prévus. Donc, on a juste à les impliquer de notre côté. Et du coup, ça marche très bien comme ça, en tout cas. Attends, il y avait une question ici. Ouais. Hmm. Il y avait une erreur, il n'arrive pas à interpréter la requête correctement. On n'utilise pas de framework de fake particulier, on est sur du Nest classique pour faire une API. Et puis, je n'ai pas trop d'autres choses à rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit du coup. Il y avait une main là-bas, ouais. Non, non, non. Justement, c'est ce que j'évoquais. On a eu un changement dans l'équipe, dans l'organisation de l'équipe. Et du coup, comme on a beaucoup plus d'applications et moins de développeurs, bah, il a fallu qu'on reconcentre un peu nos efforts. Et du coup, le temps qui était consacré à maintenir le BDD en place, bah, on l'a pu. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a changé de framework en passant sur du concept. Et le BDD, on va dire, c'est plus pour de la lisibilité et c'est plutôt du code pur en fait qu'on a. Donc on l'a perdu en fait au passage, mais c'est un choix d'équipe parce qu'on n'avait plus de sens à le maintenir et on n'avait plus le temps et l'effort à consacrer dessus. Je pense qu'il y a l'autre conf. Si vous voulez, je suis là encore toute la soirée, donc n'hésitez pas à venir me voir, j'ai la casquette.